Donc effectivement, j'ai plusieurs métiers, on va dire ça comme ça. Je suis actrice, je suis auteure dramatique, puis je dirige aussi une compagnie, je co-dirige une compagnie, et puis je fais aussi maintenant partie du collectif de l'ENSAT, qui est un collectif d'auteurs qui accompagne les jeunes dramaturges. J'ai commencé d'abord à écrire, je crois que ça a été la première obsession. Mes parents m'avaient offert, enfant, une petite imprimerie, donc j'avais euh, commencé à écrire un roman, mais j'ai écrit juste le titre. Ça s'appelait Une enfant et un chien. Je crois que j'avais surtout envie d'un chien, davantage que d'écrire. Non, après, donc j'ai commencé à écrire quelques poèmes, et très tôt, en fait, j'ai déménagé, j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai commencé très tôt à entretenir des correspondances. Et donc à écrire à mes amis pour rester en lien, je crois, avec elles, pour poursuivre quelque chose avec elles. Je dis elles parce que j'étais surtout amie avec des petites filles, c'est les petites filles qui s'écrivent entre filles. Et puis, euh, et puis lorsque j'ai été adolescente, mon frère était au lycée et le lycée de mon frère présentait un spectacle. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir le spectacle des élèves du club théâtre. Et je suis tombée amoureuse du premier rôle qui s'appelait Franck Jouet. Donc je me suis dit, je vais absolument faire du théâtre. Je vais absolument faire du théâtre l'an prochain. Non pas pour faire du théâtre, mais pour rencontrer l'amour. Et donc en fait, je me suis inscrite au club théâtre et Franck Jouet n'était plus là. Alors les orphelines c'est facile puisque c'était une commande, c'était justement une commande qui m'a été faite par Pauline Salle et Vincent Garnier qui dirige toujours le centre dramatique régional de Vire. Et je devais écrire, c'était compliqué puisque je devais écrire une pièce pour des enfants entre 7 enfin, c'était pas très fixe d'ailleurs. Pour enfants, j'imaginais à partir de 6 ans jusqu'à 10 ans, l'école primaire comme ça. Et puis, je devais leur parler de la disparition des petites filles. En Inde, les, les mères, très souvent ce sont les mères qui pratiquent ça, tuent leurs petites filles à la naissance. Donc voilà, il y a un déficit démographique très très important. Et depuis qu'il y a des échographies, il y a de plus en plus de féticides d'enfants du sexe féminin. Et donc Pauline et Vincent m'avaient passé cette commande-là pour des enfants, et en plus, il devait y avoir des marionnettes. Donc j'avais toutes ces contraintes pour écrire Les Orphelines. Et c'est un sujet qui m'a un petit peu effrayée. Déjà, je ne m'étais jamais frottée à de tels types de sujets parce que j'ai le sentiment que j'avais pas vraiment le droit en fait d'en parler. Je me sentais pas complètement légitime sur des sujets comme ça aussi d'une telle violence et puis lointain. Et c'est comme si Pauline et Vincent, en me passant commande, m'avaient dit mais non seulement tu as le droit, mais en plus ça nous intéresse de savoir quel est ton point de vue. Donc ça m'a enrichi de faire ce voyage-là que j'aurais pas fait sans eux. Et puis de trouver, je pense que c'est là aussi pour ça que j'espère qu'ils se sont adressés à moi pour ça, de trouver euh, l'espace qui n'est pas un espace suffocant, étouffant pour parler à des enfants qui sont vraiment petits. Donc on ne gère pas la violence de la même façon, on ne s'adresse pas aux enfants tout à fait de la même façon qu'à des adultes, je crois, même si ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout leur dire. Je crois qu'on peut leur dire quasiment tout. Après, c'est de trouver des chemins, en tout cas, pour leur parler. Donc, voilà le travail que j'ai fait sur les orphelines. J'étais en résidence d'écriture à Limoges, c'est très important pour la saga, parce que j'étais en résidence cette année-là, il y a 10 ans maintenant que j'ai écrit cette pièce, une petite dizaine d'années, 2003. Ouais, ça fait 9 ans. Et donc, l'année des intermittents. C'est pour ça que je m'en souviens. Et donc, j'habitais à l'époque à Montpellier, comme aujourd'hui. J'avais un appartement plutôt spacieux. Ça allait plutôt bien. Il faisait
bon vivre ici et je suis allée écrire à Limoges où j'étais dans un studio minuscule. Et j'avais connu avant l'aventure de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, on écrit voilà, dans des anciennes cellules de moine, mais complètement réaménagées avec des jardinets, des cheminées, un jardinier qui vous apporte des roses, une cuisinière. Et donc je me retrouve à Limoges dans cet appartement seul avec un auteur malheureux, je crois, au-dessus de moi, qui n'arrivait pas à écrire. Il piétinait comme ça, j'entendais, il venait de temps en temps frapper à ma porte et moi j'arrivais très bien à écrire, je faisais que ça, j'étais là pour ça, il n'y avait rien d'autre à faire de toute façon, donc voilà. Et donc j'ai écrit, je ne comprenais pas bien pourquoi j'étais là-bas et j'ai écrit cette saga qui se passe non pas en Moldavie mais à Limoges finalement. C'est les acteurs de la comédie, j'ai inventé une troupe d'acteurs, des acteurs de la comédie de Limoges qui viennent jouer du théâtre d'horreur, un théâtre d'horreur, donc ils viennent donc j'ai lu aussi pas mal sur les vampires, les ghouls, et puis j'avais aussi le sentiment qu'il y avait ce spectre, cet auteur maudit au-dessus de moi, donc et voilà, et c'était forte aussi, je crois que la pièce, je disais que c'était l'été des intermittents, mais en tout cas c'est la première choc un peu, où d'un seul coup j'ai senti que le métier tel qu'il se pratiquait en France aujourd'hui, dans ce contexte bien circoncis, cette façon-là, cette économie-là pouvait mourir. D'un seul coup, je me dis, tiens, peut-être qu'ils vont mourir. Et donc, c'est un peu des gens qui manifestent pour être encore en vie. Je crois que c'est ça que raconte en filigrane la pièce. Je dis ça avec 10 ans de recul maintenant. Et Marion Guerrero a décidé, du coup, de la revisiter. Donc voilà, c'est une pièce qui revient nous hanter. C'est peut-être le destin des pièces fantômes. Des pièces sur les fantômes, de revenir, comme ça. En fait, j'ai eu l'honneur, comme ça, de présider le prix d'écriture de la ville de Guérande. Il y a un prix d'écriture maintenant, donc si vous écrivez des pièces, vous pouvez les envoyer, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, il y a 2 ans, ils m'ont demandé, j'ai eu une carte blanche pour que les gens, comme ça, rencontrent l'écriture, et donc on a décidé de faire un petit mixture comme ça, un petit voyage à travers mes textes pour donner le goût, en fait, c'est surtout ça, donner le goût à des gens qui viendraient découvrir la première fois. C'est pour ça que c'est la première chose, je crois, qu'on fait à Lens. Et donc c'est vraiment comme une invitation à rentrer dans ce monde qui est quand même assez particulier, et ce n'est qu'une porte d'entrée parce qu'on a essayé de tirer un petit fil conducteur avec Marion, la metteuse en scène, donc ça part vraiment de la naissance à la mort comme ça avec des points, c'est très ordinaire, hein, l'enfance, l'adolescence, et tout ce qui s'ensuit, la mort, hein. Et puis et donc voilà, c'est sans doute pas représentatif de tout. On aurait pu faire un autre voyage, mais c'en est un en tout cas à travers mes textes, voilà, avec des chansons écrites pour Marion qui chante aussi, qui chante dans la saga, voilà. Je viens de lire je crois que je suis sous l'emprise de Christophe Pellet au moment où je vous parle, qui est un auteur dramatique aussi, qui fait partie de la coopérative d'écriture et qui a écrit un essai tout à fait séduisant qui s'appelle Pour une contemplation subversive, dans laquelle à la fois je le reconnais et je ne me reconnais absolument pas tout en me reconnaissant, mais en tout cas il parle de ces moments où lui, Christophe, il faut que vous le filmiez un jour parce qu'il est assez incroyable, mais il passe beaucoup plus de temps, il a beaucoup hors du monde que je ne le passe, pour toutes sortes de raisons, des raisons très pratiques aussi, de vie matérielle, d'avoir encore une fois des enfants, une vie réglée. Mais en tout cas, le temps de l'écriture me permet d'être en dehors de ce temps-là et d'avoir des percées dans la vie, des brisures dans la vie. Alors lui, il parle de ces moments de brisure comme des moments de contemplation. Je ne sais pas si c'est exactement ça pour moi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, c'est cette histoire de se déshabituer et d'ouvrir des brèches. J'essaie pendant ces temps-là de ne pas m'agiter, en fait, de ne pas mouliner du vide comme on est souvent amené à le faire, et comme on peut très facilement, pour plein de raisons, glisser sur la pente de ses habitudes, la pente du confort, du conformisme. Et donc j'ai l'impression, c'est comme si ça me réappartenait pour me réapproprier le temps. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là et qui est du coup
pour le coup beaucoup plus profond, et pour pouvoir en faire quelque chose, pour être une despote absolue aussi. Ce qu'on ne peut plus guère faire non plus. En temps normal, on crie de temps en temps sur sa progéniture, mais en fait, j'essaye d'être relativement... et en ce sens, c'est très différent de Christophe, qui lui fait presque de sa vie une œuvre d'art. Dans la vie, somme toute, je suis assez ordinaire. Et donc, du coup, j'essaye de trouver des moments de saisir l'extraordinaire. C'est très, sans doute très narcissique aussi, hein, mais en tout cas, de saisir une part, mais pas que, parce que en même temps, je me dis qu'en écrivant sur ce mois-là, c'est sans doute pour trouver la part de nous, de l'extraordinaire en nous, chacun, de cette époque-là, de voir la part d'extraordinaire de ce temps, comment on peut le retravailler pour le rendre différent, en tout cas. Voilà ce que j'essaye de chercher. Ça veut pas dire que je le trouve, hein. Entendons-nous bien. En tout cas, ça se cherche par là.